Un roman coup de poing de Caroline Dawson. Caroline Dawson est chilienne. Elle a immigré au Québec, au Canada. Malheureusement, elle n'est plus avec nous, mais son roman reste et c'est un témoignage assez notable de qu'est-ce que c'est l'immigration dans les mêmes années où j'ai immigré moi-même. Donc, le roman s'appelle Là où je m'étais de Caroline Dawson. C'est publié aux éditions de Remue Ménage. Malgré son emplacement, Juan Morgan et Adam, un secteur très francophone, et parce qu'elle était protestante, ma dernière école primaire était une des plus multiethniques de Montréal, ce qui n'était clairement pas le cas du camp de jour Les Ratoureux, le moins cher du quartier. Je ne savais pas ce que ratoureux voulait dire, et j'étais un peu choquée que le mot rat soit dedans, comme une allusion côté racaille de leur camp de pauvres. Nous y étions inscrits pour quelques semaines l'été avec les autres enfants du coin. Les petits culs qui sacraient en arrivant en retard avec les mêmes shorts souillés que les jours d'avant, la tête pleine de poux et le cœur d'amertume. C'était bruyant, intense, souvent violent, mais on jouait dehors et surtout on allait régulièrement se baigner, alors s'en allait. Je m'étais fait quelques copines, pas de grandes amitiés, mais des filles avec lesquelles je pouvais blaguer. Je ne me souviens ni de leurs prénoms ni de leur visage. Probablement encore des Isabelle, de Julie, de Karine, interchangeables et semblables à toutes les autres autour de moi. Des filles anonymes qui ne chargeraient pas ma vie mais qui me tenaient compagnie, et dans les bazars que construisaient les camps de jour, parfois même la main. Je ne parlais presque jamais aux garçons. Ils étaient bien trop rudes, surtout Tommy. De lui, je me souviens. Tommy était gros, mais pas du type gros et en santé, gros et heureux, ou même gros et bien dans sa peau. Gros comme peuvent l'être les pauvres, des gros qui ont continuellement faim. Souvent, dans son lunch, il n'y avait qu'une canette de Pepsi et un gâteau vachon. Il était agressif, colérique, méchant. Il criait au lieu de parler. Pétait des crises de bacon à terre comme s'il avait 200, sauf qu'il en avait 9 de plus. Il n'avait pas de père, était négligé par sa mère et maltraité par la vie, mais terrorisait à son tour les enfants du camp, surtout les plus petits, chaque fois qu'il en trouvait l'occasion. Moi, je massacrais de son côté dur. J'avais pitié de lui. Chaque jour, je regardais ses lunchs et toute la rancœur qu'il accumulait, et comme un vrai cateau de latina, je me disais avec miséricorde, pauvre enfant, pauvre enfant, pauvre enfant. Je ne pouvais m'empêcher de me demander quel genre de mère envoie son fils au camp l'air d'avoir passé la nuit sur la corde à linge, un t-shirt sale sur le dos, avec dans son sac de plastique une boisson gazeuse et un gâteau industriel. À l'époque, je n'avais pas compris que sa mère ne l'envoyait pas au camp avec ses repas, mais avec juste pas de lunch, pantoute, et qu'il s'arrangeait par lui-même au dépanneur du coin. Pauvre enfant, pauvre enfant, pauvre enfant. Au milieu de l'été, au bout de 3 jours de pluie interrompue, l'énergie était électrique au camp. Les moniteurs d'à peine 17 ans, 18 ans, ne savaient plus quoi faire pour canaliser notre ennui transformé en agitation, et un snoro a eu la bonne idée de nous faire jouer au drapeau, ce que je détestais dans les gymnases trop petits. Usant de psychologie, notre moniteur a voulu donner à Tommy un peu de contrôle sur sa réalité. Il l'a nommé chef de l'équipe des Rouges. Un autre garçon, timide, renfermé et plutôt régie, serait quant à lui le chef des Bleus. À tour de rôle, chaque enfant devait se bander les yeux et venir piger un foulard, de l'une ou l'autre des couleurs, pour le glisser ensuite dans sa ceinture de son short, comme une queue, qui les liait aux autres membres de son équipe. D'un côté les bleus, de l'autre les rouges. Je me suis avancée, me foutant de l'équipe où j'aboutirais. Je me suis voilé les yeux et j'ai pris un des foulards dans la boîte. Je n'ai pas eu le temps d'enlever mon bandeau que j'avais entendu Tommy crier. Ça a retenti dans toute la pièce, rebondi au plafond, avant de m'atteindre en pleine poitrine. « Oh non, sacrement, pas la grosse négresse !» Il a crié mes coordonnées sociales dans les gymnases humides. Lui aussi était gros, mais il pouvait me dominer. Moi, en plus d'être boulotte, j'étais une fille et j'étais brune. J'étais indésirable. Plus d'un quart de siècle plus tard, je me souviens d'un machin de l'effet de ces mots. Je me souviens de
sa voix cruelle, de sa coupe de cheveux avec sa queue de rat tressée sur sa nuque, de ses yeux bleus aussi perçants que menaçants, de la façon dont il se débattait comme un diable dans l'eau bénite quand il se sentait traqué, de ses lunchs faméliques et de ses joues toujours sales, de sa rage au cœur. Je me souviens de son prénom et de son nom de famille, alors que lui, s'il est encore vivant, a seulement d'autres chats à fouetter et n'a aucun souvenir de mon existence. Un petit bully qui me faisait pitié avait réussi à m'humilier devant tout le monde, et même si tous ces gens ne représentaient rien pour moi, je crevais de honte. Je n'ai pas voulu rétorquer, j'étais mortifiée et une part de moi se doutait bien que la vie s'en chargerait bien toute seule. À l'heure du dîner, pendant qu'il était en punition dans le coin du gymnase, seul avec un moniteur qui tenait de les convaincre de s'excuser, j'ouvrais ma boîte à lunch. C'était une bonne journée. J'avais une pomme, des morceaux de fromage coupés avec amour par ma mère, un jus de raisin, une petite boîte Sun-Maid avec la fille blanche au gros chapeau rouge et un sandwich au thon plein de maillot, exactement comme je l'aimais. Lui, il avait 11 ans et s'était écrit dans le ciel qu'il resterait toute sa vie un pauvre diable, qu'il deviendrait un voyou frustré et misérable. Entre la drogue, la prison et l'itinérance, je n'ai pas pensé au pire scénario. Parce que même à cet âge-là, je savais que le pire pour les enfants du camp, c'était bien pire que ce que je pouvais voir dans les rues du quartier. Le plus probable, c'est qu'avant ses 40 ans, il serait déjà mort, du moins socialement. En tout cas, cet avant-midi-là, au camp des jours de Ratoureux, l'équipe des Rouges s'est rapidement fait voler son drapeau. Tommy puis moi, on s'en crissait pas mal, rendu là. C'est tough, hein? Un petit peu du 4e de couverture. Son immigration ressemble un peu à la mienne, non seulement par les années dans lesquelles elle a émigré, mais également par l'âge qu'elle avait quand elle a émigré. J'étais un peu plus vieille qu'elle, mais on a émigré environ dans le même temps. Et c'est drôle, elle a exactement la professeure de français qui s'est occupée d'elle en arrivant s'appelle comme la prof que j'ai eue moi aussi en arrivant. Donc un peu de sa 4e de couverture, on parle de Caroline Dodson. La fillette atterrit à Montréal. En plus de la neige dehors, il y a les tapis rouges veints de l'hôtel Ramada qui accueille les personnes réfugiées en attente de papiers. Il y a aussi Passepartout qui ressemble s'adresser à elle à travers le téléviseur. Après le premier appartement à Montréal-Nord, la classe d'accueil de Madame Thérèse, qui lui apprend le français, les enfants qui se moquent de ses cheveux et de sa boîte à lunch, la misère des rues d'Hochelaga, il y aura tout ce temps passé dans les banques où ses parents font des ménages. Entre l'exil, les fantômes du passé et le jeu de différence, la petite Caroline camouflera sa furieuse envie de vivre pour ne plus détonner et devenir une immigrante modèle. Mais comment apprend-on à ne plus s'effacer? Peut-on embrasser une nouvelle culture sans renier ses origines? Lumineux et vivant, là où je m'éterre, sonde la possibilité d'aimer et de lutter sans ne plus savoir à fuir. Mes parents ne faisaient pas le ménage dans les banques, contrairement à ses parents à elle, mais il y a des points de ressemblance dans son immigration et la mienne. Elle a essayé de devenir une immigrante modèle. On est plusieurs femmes de ma génération qui habituellement sont bonnes à l'école, qui avons essayé de devenir une immigrante modèle. Et enfin, il faudrait vraiment faire une émission spéciale sur les femmes de mon âge qui ont essayé de devenir une immigrante modèle. Je ne sais pas si je suis la seule à partager cette reconnaissance envers le Québec et ce désir de vouloir bien faire. Mais on pourrait, disons qu'entre les lignes, je peux comprendre quand une autre femme immigrante témoigne un sentiment de vouloir être l'immigrante parfaite. Et enfin, il faudrait creuser de ce côté-là pour voir ce qu'il y en est, si d'autres femmes comme moi, immigrantes, partagent ces sentiments. Merci d'être là.